Donc, cueillir la rosée, l'idée n'est pas seulement l'idée d'un poète, mais c'est vous, Daniel Bézens, qui, tout en étant un scientifique connu et reconnu, va nous parler donc, de ce recueil de rosée. Et je pense que vous ne reniez pas la politique de la goutte d'eau. Ensuite, nous aurons Yvan Delahaye, qui est murailler. J'aime bien murailler. Je crois, je ne sais pas si tu aimes beaucoup, mais tu aimes? Bon, d'accord. Il aime, je suis contente. Mais aussi expert technique donc de la pierre sèche et formateur à Ellipse, qui est une association liée à cette pierre sèche, et qui va nous présenter le chantier donc de la tour à eau imaginé par Gilles Clément. Et enfin, Danielle Larsena, qui est une compagne de longue date à Volubilis, qui a été une organisatrice fondamentale de ces rencontres, qui est géographe et présidente fondatrice de Pierre Sèche en Vaucluse, et spécialiste passionnée à la fois des paysages, des savoir-faire de la pierre sèche, mais aussi de l'eau dans tous ses états. Et elle nous parlera des capteurs de rosée en Provence. Enfin, des capteurs de rosée, nous y reviendrons. Le nom est peut-être pas tout à fait exact. Usurpé, nous verrons. Je vous laisse la parole, Daniel. Merci, ça marche, oui. Alors, donc, je vais vous parler un petit peu de buée, de rosée et de brouillard. Et bon, je vais voir ça d'un point de vue du physicien que je suis. On pourrait le voir aussi du côté, du côté poétique, du côté religieux. Il y a beaucoup de références. Si ça vous intéresse, on pourra en parler après. Mais c'est assez intéressant. Alors, donc, buée, rosée, brouillard, peut-on en faire de l'eau et en faire une quantité suffisante pour nos besoins? Le problème qu'il y a, c'est en fait comment les capter de façon efficace. Tout le monde sait ce que c'est que le brouillard, ce que c'est que la buée et la rosée, mais on va en rentrer un peu plus dans le détail. Alors on commence par le brouillard. Bon, le brouillard, hein, on voit, ou plutôt on ne voit pas. Ça nous sent, surtout quand on est perdu dedans. En fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des nuages. Hein, ce sont des petites gouttes d'eau en moyenne de l'ordre de 10 microns. Et elles sont suffisamment petites pour être convectées par le vent. Donc elles bougent avec le vent, elles descendent, elles montent. Et ce sont les nuages que vous voyez. Alors où on voit ce brouillard et ces nuages, surtout, d'abord, comment peut-on le collecter? Eh bien, il suffit de mettre des filets, il suffit. Si on met des filets, le vent va pousser les gouttes d'eau, et par inertie, le vent va passer au travers des mailles, mais les gouttes d'eau, elles, par inertie, ne vont pas être déviées et vont pouvoir toucher la maille du filet et donc être collectées. Bon, naturellement, ça existe. Hein, il existe il y a des arbres, notamment, disons, dans les Canaries. Il y a aussi des forêts au Chili, hein, je les ai vues sur des altitudes. En effet, il faut qu'on soit, pour avoir ces nuages, il faut être à une certaine altitude où les nuages peuvent être créés. Bon, au Chili, par exemple, ou aux Canaries, c'est assez simple. C'est l'air humide de l'océan qui monte sur ces montagnes. La température descend. Eh bien, il y a condensation, donc de la vapeur d'eau, sous forme de petites gouttelettes autour de poussières qui préexistent. Hein, ce sont des cristaux de sel en général, et qui donnent ce brouillard. Bon, le rendement, c'est ça qui est important, eh bien, c'est de l'ordre de 1 à 10 litres par mètre carré par jour. Ça dépend du contenu en eau de ce brouillard. C'est donc assez important, hein, 10 litres par mètre carré. C'est même des fois tellement important que le filet s'écroule sous son propre poids. C'est le gros danger de ces filets, c'est qu'ils sont assez fragiles. Notamment quand il pleut, il y a beaucoup d'eau qui est stockée dessus et ils ne supportent pas. Alors il y a, par exemple, j'ai pris cet exemple-là, c'est un ensemble de filets à brouillard qui était érigé en altitude, à 1225 mètres, dans le sud marocain, dans la montagne Boutmezgida, et qui permet d'alimenter 5 villages de la région de Sidi Ifti. Bon, j'ai mis le lien Internet pour ceux qui sont intéressés. Ils auront beaucoup plus de détails. Alors, comme vous voyez... est-ce que j'ai tout vu? Non, c'est bon. Maintenant, on va passer à la buée et la rosée. Alors, la buée et la rosée, c'est différent. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des petites gouttes d'eau qui préexistent, mais c'est de la vapeur d'eau qu'il y a dans l'air. Donc, la vapeur d'eau, elle est invisible, vous ne la voyez pas, mais elle existe. Et alors, pour bien comprendre ça, je crois qu'il faut revoir les mémoires sur l'élévation et la suspension de l'eau de l'air par M. Leroy,
Monsieur Leroy était docteur à Montpellier, et c'est le premier apparemment qui a compris, en tout cas publié sur l'air humide. Il a compris que l'air pouvait contenir de l'eau, sous forme invisible, sous forme vapeur, en fonction de sa température. Plus la température est élevée, et plus l'air peut contenir de l'eau. Il a pris comme exemple le sucre et l'eau, pour faire la confiture. On dissout le sucre, plus la température est élevée, plus on peut mettre de sucre dans l'eau. Et si on refroidit, le sucre va se cristalliser, et c'est ce qui se passe avec l'air. Quand l'air humide, la température de l'air humide est abaissée, eh bien, l'air ne peut plus contenir l'eau qu'il a en son sein, et donc on va avoir condensation. Il a fait une expérience qui est très intéressante. Il a pris une bouteille de vin vide, sèche, et il l'a fermée dans l'après-midi. Et il l'a mis sur le rebord de sa fenêtre, et le lendemain matin, la température avait baissé, il y avait la condensation à l'intérieur de la bouteille. En effet, la température avait baissé, l'air ne pouvait plus contenir toute l'eau qu'il avait, et cela s'était condensé sur les parois. Donc il faut bien comprendre que l'air humide donc, va mener à condensation si on abaisse sa température. Alors, on peut définir le point de rosée. Donc, vous prenez un air, vous baissez sa température, et son humidité, ce qu'on appelle l'humidité relative, va augmenter jusqu'à ce qu'il atteigne 100%. Et à 100%, c'est le moment où l'air ne va plus pouvoir contenir toute l'eau qu'il a sous forme vapeur. Et c'est le point de rosée. Si vous baissez un tout petit peu la température, on voit apparaître des gouttes de rosée, ou des gouttes de buée. Voilà. Alors, il faut voir qu'il faut beaucoup d'énergie pour transformer la vapeur en liquide. Bon, ça peut se comprendre. La vapeur sont des molécules de vapeur qui sont agitées. Le liquide, les molécules sont beaucoup moins agitées. Elles sont beaucoup plus ordonnées. Et donc, il faut extraire cette agitation. Donc, c'est sous forme de chaleur. C'est ce qu'on appelle la chaleur latente. Et c'est ça qui va limiter les rendements de la buée et de la rosée. C'est l'extraction de cette chaleur, de cette énergie. Bon, je vois, je fais de la physique, je suis désolé, mais il le faut. Donc, la condensation va se faire sur une surface refroidie. Alors, comment refroidir ? Eh bien, il y a plusieurs procédés. Alors, d'abord, on peut parler de la buée. Alors, la buée, c'est intéressant parce qu'en français, on a un mot spécial. En anglais, il y a un seul mot, c'est dew. Mais en français, on a le mot buée qui vient du mot buanderie. C'est un mot qui est apparu vers l'an 1000, au début du XIe siècle, lorsqu'on avait le linge dans des pièces. Et donc, qu'est-ce qui se passait ? C'est que l'air était très humide, les murs étaient plus froids, et donc il y avait condensation sur les murs. Donc là, on comprend très bien que c'est à l'intérieur. Pour la rosée, on verra que le processus est un peu différent. Donc, c'est le processus de refroidissement. Alors, on peut faire de la buée, donc faire de la condensation, avec une machine frigorifique. Voilà. Bon, ça marche bien. Bon, le rendement, on peut aller de 1 à 1000 litres par jour. Ça tout dépend de la dimension. Ça s'achète. Ça peut être une machine de bureau, donc qui vaut quelques centaines d'euros ou presque 1000 euros. Ou alors des vraies usines, où là, vous allez payer ça des 100 000 euros ou 200 000 euros. Donc c'est coûteux. Et ça demande de l'énergie électrique, alors qui peut être renouvelable ou d'origine nucléaire, ou alors de l'énergie fossile. Vous avez le refroidissement passif. Alors on peut utiliser le refroidissement jour-nuit. Et là, je vous montre donc un condenseur basé sur ce principe qui a été construit en Crimée par Friedrich Siebold en 1914. Donc en fait, c'est basé sur une erreur, en fait, mais je n'ai pas trop le temps d'en discuter. On a écrit un livre, vous voyez là, tout en bas, à la poursuite des fontaines aériennes, qui explique un petit peu tout ceci. En fait, c'est basé sur l'inertie entre le jour et la nuit. Donc la nuit, cette structure se refroidit. Le jour, elle est plus froide que l'air ambiant et il va y avoir condensation. Bon, il y a une grave erreur de physique, c'est qu'il ne faut pas être plus froid que l'air ambiant, il faut être plus froid que la température du point de rosée de l'air ambiant. Et ça, c'est beaucoup plus difficile, parce que ça dépend du contenu en eau. Et donc l'air ne suffit pas à refroidir ça. Il faut autre chose. Alors ça marche de temps en temps, ceci, ça va donner quelques dizaines de litres par jour, parce que l'humidité de l'air peut augmenter dans la journée, il peut y avoir des inversions, donc ça marche quand même de temps en temps.
Alors vous voyez, c'est un cône. À droite, vous voyez le cône avec tout un système. Je vois que les gouttes d'eau tombent. Ensuite, il y a la tour Knappen d'Achille en 301. Moi, j'ai 1932, pas 1931, mais bon, peut-être que je me trompe. Voilà. En tout cas, sa publication, vous voyez, date de 1929. Tout à fait. Voilà. Il y a aussi des pyramides faites par Chaptal, donc je n'ai pas la photo. Chaptal a fait une pyramide creuse avec des tas de pierres, un peu comme Siebold. Il a testé ça pendant plusieurs années et après il a tout détruit. Et que dans sa publication, il a écrit « Je détruis mes condenseurs pour ne pas induire en erreur les générations futures ». En effet, les rendements étaient très faibles. Et donc ce système-là, en fait, basé sur l'inertie jour-nuit, comme il n'y a pas vraiment de source de froid pour atteindre le point de rosée, ça ne marche pas très bien. Il y avait aussi Klapak sur l'île de Vis en Croatie, dans l'Adriatique. Nous avons retrouvé les restes de ce condenseur. On peut dire aussi une étude que j'ai réalisée avec mes collègues et néanmoins amis sur la Sainte Tombe d'Arles-sur-Tech, donc qui était considérée, je ne dis pas un miracle, le mot n'a pas été prononcé, mais c'est une tombe qui se remplit d'eau et que l'on prélève. Et je ne vais pas vous dire, on a découvert le poteau rose, mais je ne vais pas vous le dire là. Si, vous voulez là? Bon, alors en fait, on l'a instrumenté avec l'aide du conseil paroissial, mais vous savez, comme on touchait aux croyances, on était quand même très délicat, on a fait très attention que ça soit invisible. Et en fait, on s'est aperçu, et surtout je me suis aperçu un jour où il pleuvait, que le couvercle n'était pas jointif et qu'il y avait de l'eau de pluie qui rentrait à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est, je crois, la base, vraiment la base. Mais aussi, on s'est aperçu qu'il y avait plus de condensation que d'évaporation. Donc il y avait aussi à peu près 10% d'eau condensée. Alors j'ai gagné la collection complète du guide du routard, puisque le guide du routard écrivait sur son guide, eh bien, à celui qui découvrirait la raison du remplissage de la tombe, nous offrons une collection complète. Alors j'y suis allé en voiture, mais vraiment, on leur arrachait le cœur. Bon, alors, maintenant aussi, le refroidissement passif été-hiver. Donc c'est le principe des puits canadiens. L'idée, c'est de récupérer la condensation parce que, disons, l'été, le sous-sol va être plus froid que l'air ambiant et que le point de rosée de l'air ambiant. Ça, c'est possible. Donc, il n'existe pas, à ma connaissance, d'expérimentation, sauf un projet que voici. On a contacté les gens. En fait, ils refroidissent avec un système électrique. Donc, c'est triché, ça. Et en fait, c'est resté à l'état de projet. Donc à l'heure actuelle, là, j'étais à Béziers il y a 2 jours chez un agriculteur qui est intéressé à expérimenter dans son champ ce système. Donc on va instrumenter déjà, mesurer la température en sous-sol, voir si c'est possible. J'ai fait une étude avec un stagiaire avec les données de Météo France, mais Météo France ne donne la température de sous-sol que jusqu'à 1 mètre. Or, il faut aller quand même jusqu'à 2,50 mètres. Mais sur le papier, ça devrait bien fonctionner. Mais entre la théorie et la réalité, des fois, il y a des différences. Alors, maintenant, passons à la rosée. Dans la rosée, le refroidissement n'est plus une inertie, mais c'est un refroidissement radiatif. Alors, ça veut dire, en 2 mots, vous savez que la nuit, notamment les nuits claires, on a une sensation de froid. On dirait que le ciel est froid. Pourquoi? Parce que vous émettez, ou la surface autour de vous, ou la Terre, émet des radiations infrarouges en fonction de sa température. Donc autour de 20 degrés, 15 degrés, c'est surtout centré sur 10 microns, c'est la longueur d'onde. Et le ciel, lui, le ciel, c'est l'atmosphère, émet aussi de l'infrarouge. Mais ce sont les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, bien sûr, mais la vapeur d'eau est inégalement répartie, le CO2, le méthane. Et en fait, ce qui se passe, c'est que justement, autour de 10 microns, quand l'atmosphère est transparente aux infrarouges. Et donc, vous avez un déficit entre ce que vous émettez ou la surface émet et ce qu'elle reçoit. Et comme il y a un déficit, elle va se refroidir par rapport à l'air. Et même par rapport à la température du point de rosée, puisque l'air, la nuit, est froid et que le point de rosée est en général proche de la température de l'air, c'est-à-dire que l'humidité est de l'ordre de 80 ou 90%. Ça arrive très souvent, même dans les déserts. Donc les rendements maximum, c'est pas tellement le refroidissement, puisqu'il est assez faible, l'énergie pour refroidir,
mais c'est l'énergie pour transformer la vapeur en liquide. Et cette chaleur latente, pour l'eau, est très importante, 2400 joules par gramme, et donc ça limite le rendement à peu près au maximum à 1 litre par mètre carré et par jour. Bon, la rosée, c'est une eau de bonne qualité, des fois chimiques et biologiques, enfin à condition de prendre des précautions pour la biologique. Les systèmes sont robustes, comme vous voyez, hein, c'est un système plan incliné. Il peut fonctionner, bon, c'est simple, il peut fonctionner même si c'est dégradé, hein, par rapport à une pompe où il y a un élément qui manque et il n'y a plus rien. Là, vous avez, c'est arraché sur le côté, ben ça continue à marcher. Donc ça, alors, le principe du refroidissement radiatif, vous le voyez, je vous l'ai expliqué. Et un condenseur qui émet, le sol qui émet. Quand il y a des nuages, eh bien, l'émission infrarouge du sol est absorbée par les nuages qui le réémettent sur le condenseur ou sur le sol. Et donc là, il n'y a plus de refroidissement. On sait que les nuits avec nuages, eh bien, je suis très en retard. Les nuits avec nuages, eh bien, il ne fait pas si froid que ça. Bien. Alors le problème, c'est de collecter les gouttes de rosée. Eh bien ça, les premiers qui sont attaqués au problème, ce sont les alchimistes. Et là, vous voyez, c'est intéressant, ce sont des draps tendus sur des plots en bois. Et pour la récupérer, eh bien, ils le tordent, hein, ils les sortent. Ça, c'est le Mutus Liber, c'est le livre muet pour les alchimistes qui a été publié en 1677 à La Rochelle. On peut aussi regarder des systèmes poreux et hygroscopiques, ça c'est la biocroûte dans le désert. Et on récupère par pression, mais là c'est une pression osmotique, hein, c'est un peu différent. Vous avez aussi des systèmes rugueux et hydrophobes, donc des superhydrophobes, où les gouttes roulent par la gravité. Et ça, c'est une photo que j'ai prise sur un système lisse. C'est à Nizana, dans le désert du Negev. C'était le 15 juillet 2000, hein, 48 degrés à l'ombre dans la journée. Et le matin, vous voyez des mares d'eau de rosée. Donc ça marche. Voilà, donc quelques réalisations faites par l'OPUR, donc OPUR, OPUR, Organisation pour l'utilisation de la rosée. Vous avez des condenseurs plans, ça c'est au Maroc. Voilà. Donc vous avez sur un toit, sur une terrasse ou alors sur le support. Ça c'est au Chili, alors c'est des additifs qu'on a mis au point. Vous voyez que l'endroit où il y a une peinture et additif, on a de la rosée, et il n'y en a pas, là il n'y a pas de peinture. Donc c'est pour vous montrer que ça marche. Ça, ce sont des écoles au Chili. Ça, une école en Inde. Ça, c'est pour les enfants, le matin, vont à des puits qui sont 1 ou 2 kilomètres de là, qui sont à moitié salés. Et je ne dis pas la saleté, j'ai pris des photos. Évidemment, les gens laissent tomber là-dedans. Enfin, voilà. Et là, ils ont de l'eau sur place, vous voyez, dans la citerne. Ça sont des îles, l'île de Biševo en Croatie, sont des îles de l'Adriatique, c'est du calcaire, ils n'ont pas d'eau. Et donc, ça, c'est un toit qui était équipé. Ça, c'est un condenseur de mesure. Bon, ça sont différentes réalisations. Ça, c'est Ajaccio, vous avez déjà vu le grand condenseur. Ça sont des fleurs qui condensent la rosée et aussi qui récoltent l'eau de pluie. C'est ça qui est intéressant. Même les très faibles précipitations. Vous avez des condenseurs creux. Alors, c'est intéressant, les condenseurs creux, parce que ça empêche ça empêche le vent de pénétrer, et le vent est chaud par rapport au condenseur qui est refroidi. Alors ça, c'est un système qui était fait à Sainte-Marie-de-la-Mer. Je crois que c'est le château d'Avignon, d'ailleurs, je crois. Hein, et ça, c'est à Dubaï. Donc j'ai travaillé avec des architectes à Dubaï. Nous avons réalisé de très grands condenseurs coniques devant le pavillon environnemental. Là, on peut répéter ce genre de choses. Donc, il y a des par origami. On peut collecter la rosée mais pas la pluie, en mettant un voile de polyéthylène mince qui est transparent aux infrarouges. Au Bénin, pour la deuxième récolte du maïs, ce sont des condenseurs qui ont été donc réalisés. Des usines en Inde, à Sillon, comme vous voyez là. Et une usine d'embouteillement aussi d'eau. Et comme vous, voilà. Donc ça c'est la vue satellite, je vais aux conclusions, donc je serai en retard que d'1 minute. Non, c'est pour vous surtout. Voilà, alors l'eau de brouillard, en 2 mots, bon rendement, mais le nombre de sites est limité. Il faut en effet avoir des nuages qui passent à proximité, donc c'est surtout en altitude et dans des endroits humides. Et souvent éloigné des villages. Parce que les villageois ne sont pas fous, ils ne vont pas se mettre en plein brouillard, ça c'est sûr.
Donc, c'est des problèmes de coût et d'entretien, ça c'est sûr. Bon, maintenant, des filets à brouillard de haute technicité, ça existe, notamment aux Canaries. Je crois, pour 20 mètres carrés, ça vaut 30 000 euros. La rosée, bon, c'est l'eau qui vient de l'air. C'est l'eau qui vient de la vapeur d'eau de l'air. Donc, il y en a partout, plus ou moins, il faut bien dire ce qu'il y a, mais c'est quasi inépuisable. Les systèmes actifs sont performants, mais complexes et coûteux. Donc, si une pièce qui est cassée, ben, ça ne marche plus. Les systèmes passifs, par contre, sont simples, robustes et bon marché, mais le rendement est modeste. Donc, besoin de grandes surfaces pour avoir de l'eau. Il faut bien dire quand même qu'ils collectent aussi les petites et grandes précipitations. Alors, les grandes, ça c'est facile, mais les petites, c'est autre chose. Hein. Souvent, sur les toits, vous voyez que le toit est mouillé et que ça ne coule pas. Mais avec les additifs et les matériaux qu'on a mis au point, on peut récolter ces petites précipitations. On a fait une étude à Bakou, par exemple. Eh bien, on a montré qu'on pouvait récupérer jusqu'à 50% d'eau totale des précipitations par des systèmes de collecte de rosée comme ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, Daniel. Désolée de vous presser ainsi. Bon, on va passer maintenant à la tour à eau de Gilles Clément. Alors, je viens de comprendre un tas de choses sur l'objet que je vais vous présenter, en fait. Je suis Yvan Delahaye, du coup, je suis donc murailler, je travaille la pierre sèche. Et je vais vous raconter un peu la petite histoire de cet objet que l'on a construit en pierre sèche, avec la volonté de faire une tour à eau. Donc cette tour est issue d'un projet artistique, en fait, au départ. Donc c'est censé être une sculpture, au départ, artistique. C'est en tout cas la demande du commanditaire au départ, qui est le PNR des Monts d'Ardèche, qui a créé un parcours artistique dans le nord de l'Ardèche, enfin dans la moyenne Ardèche, sur le plateau ardéchois, pour un petit peu attirer les touristes qui ont plutôt tendance à aller à la Grotte Chauvet dans le sud Ardèche. Donc c'était une façon d'attirer les touristes sur la moyenne Ardèche, qui est un peu un désert en fait, hein, le plateau ardéchois. Là vous avez une photo d'une partie du grand paysage où nous avons monté cette tour. Donc la demande initiale c'était de faire une sculpture en rapport avec le partage de l'eau. Le nom de ce projet artistique, c'est le projet artistique Partage de l'eau, donc qui se trouve sur la ligne de partage des eaux, qui sépare le bassin versant Méditerranée au bassin versant Atlantique. Donc on est vous voyez Gilles Clément qui est donc l'artiste qui a imaginé cette sculpture. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est artiste, architecte paysagiste, il est jardinier, il a travaillé sur les concepts de jardin en mouvement et de jardin planétaire. Donc l'Ellipse, c'est l'association pour laquelle je suis formateur en pierre sèche. Donc nous organisons des stages. C'est une école en fait qui dispense le savoir-faire à pierre sèche. Et puis le parc naturel régional des Monts d'Ardèche qui est maître d'ouvrage. Donc là, vous voyez les petits... on est sur le GR7, sur le plateau ardéchois, entre Sagny-Goudoulé, Lachamp-Raphaël. Donc c'est à côté de rien, hein, c'est vraiment là que ça se passe. Bon, voilà pour la situation géographique. On est en Ardèche. Donc après le Piémont-Cévenol, on a les premières pentes du Massif central, en fait. Hein. Le Piémont-Cévenol, et puis le plateau ardéchois qui forme une espèce de banane comme ça. Et donc ils appellent ça la falaise là-bas. Donc c'est un petit peu il y a le Piémont, puis après il y a une falaise comme ça. Puis après on va donc du sud Ardèche qui est plutôt un terroir calcaire. Avec sur les Piémonts, on trouve à peu près toutes les géologies. C'est ce qui est intéressant en Ardèche. C'est un département où on trouve donc la pierre de l'eau, on appelle ça le calcaire en bas, jusqu'à la pierre du feu en bas, en haut sur le plateau, c'est-à-dire les volcans. Et entre les deux, on a toutes les géologies du schiste, du granit, du grès. Donc on est sur le plateau ardéchois, environ à 1400 mètres d'altitude, sur la ligne de partage des eaux. Là, vous avez encore une image un peu du grand paysage autour. Et on voit se dessiner un peu des sucs, on appelle ça des sucs volcaniques. Donc c'est ces petites montagnes, ces petites cloques qui sont un petit peu partout dans le paysage là-bas.
Et puis là arrive Gilles Clément, je crois que c'est en 2009, après une sécheresse. En fait, il va se balader là-bas. Donc vous avez le mont Gerbier-des-Joncs, hein, qui est symbolique. Donc on apprend que c'est la source de la Loire, en fait. Hein, tout le monde le sait. On l'apprend à l'école. Et donc il va se balader là-haut, qui est le mont Gerbier-des-Joncs, qui est un suc volcanique. Hein. Donc les sucs volcaniques, c'est une espèce de volcan sans cratère. Des cloques, en fait, des espèces de cloques, qui ont mis en fait des milliers d'années à se refroidir et qui sont composées d'une roche volcanique qui s'appelle la phonolite, donc, qui a la particularité d'être très très dense et d'être un peu fractionnée en plaquettes, en fait, hein, parce que justement elle a mis des milliers d'années à se refroidir, donc elle s'est fractionnée et a formé des montagnes de plaquettes comme ça. Donc on peut faire l'ascension du mont Gerbier. Gilles monte sur le mont Gerbier et là, les cours d'eau sont au plus bas dans les plaines. Et là, en haut de la montagne, il voit entre deux pierres des gouttes d'eau se former. C'est comme ça qu'il le raconte. Hein. Et il se dit, tiens, il y a de l'eau en haut de la montagne, alors qu'en principe, les sources de la Loire sont au pied de la montagne. Et là, comme il le dit lui-même, il refait un peu la carte de France, en tant qu'artiste, on va dire, et il se dit, tiens, on est sur la ligne de partage des eaux, on est sur la source de la Loire, et la montagne fait sa propre eau, mais en haut, pas en bas. Donc, par gravité, ce qui se passe en haut, quand ça tombe en bas, bah, ça peut tomber également d'un côté comme de l'autre. Donc, il se dit, tiens, et si l'eau du mont Gerbier tombait aussi vers la Méditerranée, vu que cette montagne est sur la ligne de partage des eaux. Donc il redescend, il rentre chez lui et il dessine cette chose, ce dessin. Il rentre chez lui et il dessine comme ça un petit peu sur le vif cette tour à eau en fait. Hein. Il transforme la montagne en un objet, une espèce de maquette en fait quelque part, un condensé de la montagne en se disant tiens si on faisait, si on reproduisait la montagne et si on en faisait une sculpture. Alors Gilles c'est pas quelqu'un qui travaille habituellement sur la pierre, c'est plutôt un petit homme vert, hein, il s'occupe du végétal, donc il met ça dans un tiroir. Et puis quelques temps plus tard, ce projet artistique prend naissance. Le PNR des Monts d'Ardèche connaît bien Gilles, il est déjà beaucoup intervenu sur le Sentier des Lauses et sur d'autres projets paysagers en Ardèche. Donc il manque à un moment un artiste. Il y a 6 sculptures majeures d'artistes internationaux qui ponctuent ce parcours du partage des eaux qu'on peut faire à pied, en vélo, en voiture. Et il y a un trou à un moment, il manque un artiste. Donc ils appellent Gilles et ils lui disent tu n'aurais pas quelque chose qui symbolise le partage de l'eau. Et il ressort ce dessin de son tiroir, il dit ben si, j'ai une tour à eau. Et voilà comment la petite histoire de la genèse en fait de cette tour. Et donc là, les choses sérieuses commencent quelque part, il faut la réaliser. Et il trouve la bonne idée de m'envoyer le dessin pour... Alors, vous voyez, je rigole parce qu'il y a une petite échelle en bas. Et nous, en tant que muraillers, on construit des murs, hein, d'habitude. On les dimensionne, on sait qu'ils sont plus larges en bas, moins larges en haut. On sait faire, en fait, par rapport à des dimensionnements. Donc là, je reçois le dessin, et je regarde la hauteur de la tour par rapport à l'échelle, et puis je regarde l'épaisseur du bas, et je me dis, oh là là, les murs du bas font 50 cm d'épaisseur, pour une tour qui devrait faire à peu près 5 à 6 mètres de haut. Donc en bureau d'études, on étudie ça, et puis on nous commande quand même une sculpture hein, au départ. Donc on va essayer de respecter les proportions, on va dire, pour en donner une image un peu esthétique. Et puis donc j'appelle un collègue designer qui travaille par ordinateur, et pour modéliser disons ces proportions en 3D. Et puis on se met à travailler là-dessus. En même temps, essayer de trouver la pierre, parce qu'on est là-haut sur un géosite. Donc on se dit, bon, ben, on va prendre la phonolite du coin.
Et puis, ben non, pas possible, on ne peut pas prélever évidemment sur les géosites, donc sur les anciens sucs alentours, impossible d'aller prélever au bas des montagnes quelques pierres pour faire cette tour, qui pèse quand même 70 tonnes. Donc on est allé à la Lausière du Pertuis, qui est la dernière lausière en France. Et puis on raconte, c'est un carrier que je connais, qui est à la retraite, et puis je lui dis, on aimerait faire une tour avec ta phonolite, tes plaques de phonolite. Et puis je lui raconte l'histoire un peu de l'eau, de l'objectif quand même de faire une tour à eau. Et il commence par me dire, moi quand je décape la falaise pour tirer ma pierre, en été, quand il fait chaud, la pierre devient brune d'un seul coup, et puis elle sèche, comme s'il y avait une espèce de point de rosée, comme ça, quand il arrache la pierre de la falaise. Et là, je me dis, c'est déjà un bon point. Si déjà la pierre elle-même fait de l'eau, au sens du bloc, peut-être que si on l'assemble avec une tour, peut-être qu'elle fera de l'eau dans son ensemble. Sachant que Gilles Clément nous dit, si elle ne fait pas d'eau, c'est pas grave, c'est une sculpture. Le principal dans la symbolique en fait du projet, c'est que les gens qui viendront la voir parlent de l'eau et du partage évidemment de l'eau. Enfin lui, c'était son objectif, j'allais dire planétaire, quoi. Sa vision aussi de la discussion sur l'eau qui manque et qui va manquer sur la planète. Donc voilà, en bureau d'études, on fait ces épures, des profils en fait, pour essayer de respecter les dimensionnements et puis surtout qu'elles tiennent debout. C'est comme une tour, une élévation. Et puis on arrive à l'amener, on passe de 5 mètres à 7 mètres de haut. Donc ça veut dire qu'on fait des murs en bas qui sont épais d'1,20 m à peu près. Voilà, on arrive sur le terrain et la reconnaissance, la petite histoire, c'est que Gilles avait reconnu l'hiver d'avant l'endroit où l'implanter. Et puis en fait, il y avait de la neige. Donc il dit, là, ça sera très bien. Et puis il s'en va. Et puis moi, j'arrive au printemps un petit peu avancé, au mois de mai. On me prévient au mois de mai pour le faire. Et il faut la livrer au mois de juillet. Donc j'arrive avec ma baramine. J'ai toujours une baramine avec moi. Les murailliers ont souvent cet outil-là. Et puis je plante ma baramine et elle s'enfonce d'1 mètre dans le sol. Et là, je me dis, pour faire un objet de 70 tonnes sur une tourbière, ça va être très compliqué. Donc je vais voir le carrier du coin, qui heureusement n'était pas très loin, et puis qui connaît bien son pays. Il me dit, c'est pas grave, je vais t'amener du basalte, on va faire un grand cercle, et puis on va faire une espèce de grand disque en basalte du coin, qui est la pierre du coin en fait. Voilà, donc on implante la fondation, qui est une espèce de grand disque damé en cailloux de basalte. Et puis, avec les coups de bombe, on matérialise la tour qui doit être nord-sud, est-ouest, évidemment, puisque dans le cahier des charges du partage des eaux, il faut que, par débordement, quand on va faire de l'eau à l'intérieur, il faut que le débordement soit égal à l'ouest vers l'Atlantique, vers la Loire, et à l'est vers le Rhône, qui va en Méditerranée. Donc on implante la tour. Donc en pierre sèche, on fait des grosses fondations aériennes posées hors sol, du coup. Et on plante un mât au milieu parce qu'elle est circulaire. Voilà les premières élévations. On voit le mât derrière. Donc on a une ficelle en fait et on matérialise l'intérieur de la tour avec un nœud sur une ficelle. Et puis l'extérieur de la tour avec un autre nœud sur la ficelle. Comme ça, on a une espèce de rotation de circularité constante dans l'élévation. Là, on a la bouche sud. Donc, dans l'architecture de la tour, il y a une bouche au sud qui est censée aspirer les vents du sud, qui sont des vents chauds. Ce sont les dernières remontées méditerranéennes, là-haut. Donc, on se dit, voilà, les vents chauds vont rentrer dans la bouche de la tour. Et j'ai compris justement ce qu'expliquait Daniel sur le fait que l'air et des particules d'eau en suspension. Donc voilà, là on arrive au 3e étage de la tour. Et là on implante des grands drains en fait, de phonolite. C'est des pierres qui font pratiquement 2 mètres de long et qui traversent complètement la structure et qui dépassent à l'extérieur de 50 cm. On appelle ça des pierres volantes.
et qui sont censées être des zones d'accueil, c'est-à-dire une augmentation de la structure, qui est conique. Hein. Vous verrez ensuite à quoi elles servent. Là, on a une vue de l'intérieur de la voûte. Donc, c'est une fausse voûte, on appelle ça, une voûte à encorbellement. Donc, c'est une voûte qui est posée à plat, en fait, hein, une maçonnerie à plat. Et là, inspiré des cabanes de berger, en fait, provençales, hein, qu'on connaît, les boris, ou les capitelles, les cadoles, enfin, tous les bâtis vernaculaires qui servaient aux bergers, qui étaient montés sur le même mode. Mais sauf que les bergers inclinaient les pierres vers l'extérieur pour éviter d'avoir de l'eau à l'intérieur, évidemment. Et nous, on a inversé le processus. On a incliné les pierres vers l'intérieur pour que tout ce qui tombe sur la structure rentre à l'intérieur de l'eau. Donc, évidemment, elle fait avant tout un pluvium. Elle prend l'eau du ciel et elle fait château d'eau, en fait, avant tout. Donc Gilles est très content. Il dit au moins, elle prendra l'eau du ciel, il y aura de l'eau dedans. On aura au moins la symbolique de l'eau. Et les gens pourront parler de l'eau et du partage. Donc là, on voit les pierres dépasser, les pierres de l'extérieur, on les voit dépasser à l'intérieur. Donc ça s'appelle un intrados, mur intérieur. Là, on la voit avant la fermeture de l'iris, qui est tout en haut. Donc elle monte à 4 mètres de haut. Et la tour extérieure monte à 7 mètres. Donc il y a une espèce de chapeau dessus. On le voit un peu de profil, ce chapeau, avec les pierres sortantes. On voit un suc de phonolite tout au fond, là-bas. C'est un ancien volcan qui devait être conique au départ et dont les lauses ont été vendues pour faire des toitures. Donc il est tout plat maintenant. Et nous voilà au sommet de cette tour. Au mois de juillet, on a à peu près 3 couches sur nous, parce qu'il y a un vent, c'est un des endroits les plus ventés d'Ardèche. Donc là, je suis en train de fermer la voûte intérieure et mes collègues montent l'extrados, qui est le mur extérieur. Je vous passe la technique du montage des pierres et de mon collègue qui fait du surf, en fait, en espérant qu'il va y avoir beaucoup d'eau. C'est donc le collègue designer qui a modélisé la tour. Le chapeau tout en haut qui ferme la voûte intérieure, qui chapeaute. La bouche, alors c'est toujours mon collègue designer on s'est aperçu en fait qu'on n'avait aucun réseau autour et quand on était à l'intérieur, on avait plein pot 5 bars. Donc on allait, donc elle fait de l'eau, mais elle fait aussi Bouygues Télécom, enfin elle fait tout. Elle fait antenne, elle fait tout. La voilà après 3 semaines, donc après une première pluie. Et après, on est parti, on lui a laissé vivre sa vie depuis 4 ans maintenant. On va l'observer évidemment régulièrement. Et le niveau que vous voyez là, il est constant depuis 4 ans. Donc je suis allé la voir les années passées, en fait avec des belles sécheresses quand même, depuis 3-4 ans là. Et à la fin d'une sécheresse, elle a toujours le même taux d'eau, en fait, après 3 mois sans précipitation. Là, on voit une des sorties côté Rhône. Donc ça, c'est la symbolique de sortie du partage de l'eau. On voit les zones d'accueil extérieures de ces grandes barres qui, vues du dessus, font une espèce de coupole. Hein, quand on les regarde du dessus, elles sont concurrentes. En fait, elles bouchent les trous des pierres du dessous. Et la voilà. Merci Yvan, tu es super. Merci à vous. Allez la voir. Alors je dois dire que quand nous sommes allés il y a 2 ans, en septembre, faire la ligne de partage des eaux, où tu nous as accueillis d'ailleurs à la tour avait de l'eau et ça coulait à la fois vers la Méditerranée et vers la Loire, quoi. Et donc c'était absolument extraordinaire. Merci beaucoup. Daniel, merci. Donc je te laisse la parole rapidement, oui, je sais pas et si ensuite ça marche. nous ferons les questions. Alors moi, je vais vous parler aussi d'eau, bien sûr. Hein. Moi, je fais partie de l'association Pierre Sèche en Vaucluse et on travaille depuis longtemps sur les territoires agricoles pentus des massifs de Provence et en particulier sur les anciens systèmes d'eau qui étaient construits pour le drainage et aussi pour l'arrosage. Et parmi tous ces systèmes qui sont liés à de l'eau, hein,
on a de grands clapiers. Alors, je lis un peu parce qu'il y a très longtemps qu'on a fait ce travail-là et je ne m'en souviens plus très bien. Alors, lorsque les eaux de surface sont inexistantes ou rares et que les eaux souterraines sont inaccessibles, la moindre eau atmosphérique se révèle précieuse à récupérer. Donc, il y a beaucoup de systèmes pour récupérer cette eau. Mais parmi les aménagements susceptibles de recueillir l'eau atmosphérique, on rencontre en Provence des aménagements très particuliers qui sont de grands clapiers. Alors, vous saviez que les clapiers, les clapasses, c'est d'abord des pierres, c'est des tas d'épièrements. Hein, parce que pour pouvoir cultiver une terre qui fournit de la pierre tout le temps, on évacue la pierre et on fait des énormes clapasses. Alors, généralement, c'est de l'épierrement, c'est toujours de l'épierrement, et ça peut être aussi des limites, hein, des limites de propriété, ou etc. Mais par contre, ces grands clapiers, il y en a qui présentent sur leur flanc des exutoires, voire des canalisations d'eau, ce qui fait penser qu'ils ont une fonction pour la récupération de l'eau. Alors, ces clapiers provençaux peuvent-ils être des pièges à humidité atmosphérique? Alors là, écoutez, je pense que je ne vais pas vous argumenter toute la formation, la condensation de l'eau dans les clapiers, parce que ce n'est que des questions qu'on s'est posées. Alors, on a vu avec Daniel Bessens un peu des choses, hein, mais je vais plutôt vous les présenter et vous présenter leurs particularités et pourquoi ils pourraient être des... Alors, on a plusieurs exemples, hein. On n'en a pas tellement. On a un grand clapier à Céreste, dans les Alpes de Provence. Alors, c'est un grand clapier qui traverse un plateau et qui suit une courbe de niveau qui a un peu un dénivelé de bien 34 mètres. Et il fait 400 mètres de long, à peu près 15 à 20 mètres de large. Et vous voyez qu'il a quand même un petit crénelé, là qu'on n'a pas expliqué, c'est-à-dire qu'il a des petites avancées comme ça. Comme s'il y avait des espèces de tours, enfin il y a un peu plus des espèces de tours. Vous voyez ce crénelé là un petit peu ici, voilà comme ça, voilà. Alors, on est à une altitude où le matin se forme vraiment beaucoup de brume. Hein. C'est un plateau qui est très brumeux le matin aux saisons plutôt froides, mais aussi l'été. Et on y trouve 3 regards sources qui sont des exutoires de circuits souterrains qui alimentaient, parce qu'on a vu les... Alors, donc voilà, voilà le grand clapier, là-haut, et on a 3 exutoires d'eau, ça, on suit les canalisations à l'intérieur, hein, et celui-là est là, et on a trouvé enfin on nous les a montrés, c'est pas nous qui les avons trouvés, mais des galeries, des canalisations en terre, souterraines, qui arrivaient à 3 fermes et qui étaient censées alimenter un filet d'eau au-dessus d'un évier. Donc vous voyez, ce n'est pas non plus des grosses productions, mais de toute façon, il y avait quand même... c'était lié à la récupération d'eau et à une petite alimentation en eau. Alors, non, il y a aussi les grands clapiers des Crocs, qui sont un plateau près de Saint-Michel l'Observatoire, dans les Alpes de Haute-Provence, et qui sont, c'est un plateau à peu près de 6 hectares. Et j'ai pas retrouvé les photos là. Et où se condense une forte rosée. Alors ça, c'est des on-dit, vous savez, les gens disent les choses et tout. Et vers 1830, on y cultivait, c'était connu, des pastèques à la rosée dans des petites dolines qui n'étaient pas arrosées, qui n'étaient pas arrosées à la main. Alors on y trouve de grands clapiers perpendiculaires à la pente, et dans ce hameau, il y a 7 puits qui descendent très profondément et qui jusqu'à une couche imperméable de safre bleu. Et c'est des puits qui sont bien alimentés. Et il y aurait 3 puits qui seraient... Alors, voilà. C'est toujours un petit peu ce qui est... Les gens du hameau disent que 3 de ces puits sont alimentés par ces grands clapiers. Bon, ça, c'est aussi des on-dit. Hein. Donc, vous voyez, c'est des... et dans le Vaucluse, je vais vous montrer 2 exemples qu'on a inventoriés, bien sûr. D'abord, le trapèze,
qui est un grand clapier construit. Alors, tous ces clapiers, on vous donnera leurs caractéristiques après. Un grand clapier construit avec vraiment avec un exutoire pour l'eau, que vous voyez bien ici. Hein, et il y a toujours de l'eau dedans, au fond, et qui est au-dessus d'un petit valat agricole. Alors, vous savez que les petits valats, les petits alvègues, étaient toujours... ils avaient des murs transversaux, qui étaient d'ailleurs à double parement, et qui étaient d'abord faits pour casser les crues, hein, casser les crues, et ensuite capter, piéger les limons qui étaient déposés par l'eau de surface qui se reposait. Donc ça faisait des parcelles assez intéressantes parce elles avaient une forte hydromorphie et on pouvait y cultiver surtout des herbages parce qu'on avait besoin de foin, d'un petit peu de foin pour les bêtes. Et donc ce grand clapier est au-dessus d'un petit vallon qui est aménagé comme ça. Alors ensuite, sur le Bosset, ça c'est plutôt sur un plateau, donc c'est pas tellement en haut d'un vallon, ce qu'on appelle le temple, parce que c'est aussi un grand clapier, mais qui a alors à son extrémité, là tout n'est pas dessiné, mais là une espèce de mare, un mur qui était enduit d'un mortier imperméable, donc qui se formait une sorte de mare. Donc vous voyez ici, il y avait deux... on ne le voit pas bien là, mais il y avait une espèce de petit marao. Hein, et là, vous aviez une petite niche dans laquelle on avait retrouvé une cruche. Donc, si vous voulez, les caractéristiques, je vous donne juste les caractéristiques de ces clapiers. Ils présentent, ils sont très bien parmentés sur leur pourtour, mais ils présentent tous une surface rugueuse qui crée une surface de condensation démultipliée par les aspérités, et aussi une construction complètement en vrac qui assure une forte aération interne. Alors, nous les avons inventoriés, leur situation topographique, leur environnement agricole, mais nous n'avons pas de certitude quant à leur fonctionnement, nous n'avons démonté aucun, nous n'avons pas réussi à analyser la circulation de l'eau à l'intérieur, donc on ne sait pas grand-chose, on n'a pas de mesures d'hygrométrique, etc. Et en fait, l'eau et l'humidité peuvent venir de phénomènes variés, condensation interne peut-être, drainage des pentes certainement, condensation de l'humidité du sol par les couvertures pierreuses. Il faut penser que les murs de pierre sèche ont toujours une forte inertie et conservent bien l'humidité, et qu'il faut penser aux petites insulas qui protégeaient l'humidité des oliviers ou des pieds de vigne. Donc on pense plutôt utiliser des termes polysémiques, condenseur d'eau, conservateur d'humidité, mais certainement pas capteur de rosée. Donc c'est plus de questions que de réponses, et ça vaudrait la peine de faire des recherches là-dessus, mais bon voilà, c'est tout. Nous allons peut-être voir s'il y a des questions pour nos trois... Oui, une question ici. Bonjour, c'est plutôt une information historique sur les capteurs de rosée. En 1974, en novembre, je suis allé au Yémen, y compris à Mareb. D'ailleurs, j'étais le premier après l'arrêt de la rébellion de Mareb en 1974. Et avant, des amis archéologues, j'en connaissais beaucoup à l'époque, m'ont dit qu'une certaine archéologue, Jacqueline Pirenne, avait écrit un article disant que la civilisation himyarite captait la rosée par des pierres, etc. Comme moi, j'avais fait des études, on m'a demandé de vérifier ça. Et je suis allé dans pas mal d'endroits au Yémen et je l'ai vu effectivement des tables en basalte alignées à peu près 2 mètres une faible pente de 2 mètres de long et qui étaient noires. Donc ça refroidissait beaucoup la nuit dans ce climat du Yémen et qui est pas loin de l'équateur, hein, mais pas loin de la mer aussi. Et donc c'était tout à fait plausible que le phénomène voit. Et en plus, quelques temps après, je suis retourné au Yémen, je suis monté un peu au nord de Sanaa, près de Manara, où j'ai marché beaucoup à pied, jusqu'en des montagnes à 1800-2000 mètres. Et j'ai vu là des paysans, sans doute inalphabètes, hein, mais très astucieux, qui construisaient des sortes de clapiers, des petites murailles en pierre, avec à peu près tous les 1,50 m, un trou grand comme les poubelles noires de plastique, les pierres étant toutes orientées vers le centre, enfin pentues vers le centre. Et après, avec un âne, ils allaient à 1500 mètres plus bas vers la vallée chercher de la terre qui remontait après plusieurs voyages, ils mettaient dans tous les trous et ils plantaient du café et ça marchait très bien.
il y avait à la fois une inertie thermique et puis un refroidissement la nuit qui faisait qu'il y avait de la rosée qui coulait et qui entretenait l'irrigation du café. Voilà. Moi, j'ai été très ému de voir ça parce que c'était vraiment extraordinaire dans des milieux de pierrailles où il n'y avait que du rocher. Hein, voilà. Je veux dire parce que c'est quand même un témoignage historique et disons, anthropologique de qualité. Voilà. Ce serait intéressant. Oui, ça marche. Ce serait intéressant d'avoir une référence écrite, si c'était une documentation, si vous Voilà, l'avez. sur l'article de Jacqueline Pirenne, oui, ça, je peux le retrouver. Oui. Je vous l'enverrai dès que je l'aurai retrouvé. Merci. Oui. Voilà. Alors, bien sûr, il y a plusieurs phénomènes qui, en général, se complètent. Il peut y avoir du brouillard dans la montagne. Donc, ces pierres peuvent récupérer le brouillard qui tombe, radiatif, par exemple. Il peut y avoir aussi, ce qu'on disait, là, on a discuté avec Daniel, dans les pierres, dans ces tas de pierres, là, les clapiers, ça fait un peu comme une éponge. C'est-à-dire, quand il pleut, ils vont s'imbiber et l'eau va suinter doucement. Enfin, pour être sûr du phénomène, il faut l'instrumenter. Il faut faire des mesures de température. Jacqueline Pirenne a aussi écrit sur le grand clapier de Céreste et tout. Mais là, alors, par contre, elle a été énormément contestée pour cette interprétation-là, en fait. Hein. C'est parce que ce n'était pas lié à la rosée. Voilà. Donc, mais j'ai lu aussi ces articles. C'est des articles. Hein. Il y a un livre. D'ailleurs, j'ai la référence. Oui, juste peut-être... Quand on voit ces images, hein, sont les mêmes un peu que cette tour. Moi, quand j'ai étudié la chose et pratiquant cette technique, c'est une technique poreuse, on appelle ça comme ça. Hein, donc, Daniel l'a précisé tout à l'heure. Et puis à l'intérieur, après le parallèle avec cette montagne comme ça, de plaquettes superposées, on peut se dire qu'il y a des milliers de surfaces à l'intérieur aussi, une espèce de fractalisation des surfaces de la pierre elle-même, et donc des milliards de petites cavernes, et donc là on multiplie c'est un peu ce que tu disais Daniel tout à l'heure, il faut de la surface. Donc là on a une espèce d'objet, que ce soit ces petites poubelles inversées, enfin, ces fils qui fonctionnent un peu, moi je regardais ma cafetière le matin en me disant c'est un filtre à café à l'envers en fait. Voilà, il y a des choses comme ça, donc des tissus. On dit souvent en pierre sèche qu'on fait de la couture, et donc il y a ce principe de filet dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, cette porosité en fait, et après liée à toutes ces surfaces superposées, ces petites cavernes où les gouttelettes se mettent en suspension et tombent après par inertie, simplement. Oui, je donne juste un complément sur ces grands clapiers. Il n'existe que dans la partie molasse, c'est-à-dire les calcaires tendres, pleins de sable du tertiaire, parce que c'est des pierres qui peuvent... C'est des véritables éponges. Hein. C'est pas karstique. Hein. Le karst ne procède pas ça. C'était une question par rapport au sol et entre autres par rapport on a vu la coupe du bureau d'études. Or, il me semble que le sol est vachement important. Vous l'avez évoqué par rapport à la tourbière et par rapport au basalte. Qu'en est-il de l'imperméabilisation? Est-ce que le sol est saturé de flotte et il y a de l'eau en sous-sol qui sort? Comment ça se passe? C'est pas une piscine? À l'intérieur de la tour? C'est une lentille c'est la seule chose qui est maçonnée en fait. Hein. On a fait une calade pour donner la forme, et puis sur cette calade, on a fait un tuilage de phonolite pour récupérer. C'est une lentille d'eau. On devait faire un gros truc au départ, 1 mètre cube, mais en zone publique, c'était trop dangereux. Donc on a symbolisé simplement. Elle fait 40 cm de profondeur et 1,60 m de diamètre, juste pour symboliser le miroir d'eau, quoi, en fait, hein, pour montrer aux gens qu'il y a de l'eau. Je voulais rebondir sur la qualité des pierres en fait, dont parlait le calcaire, la molasse. Nous, on est sur de la phonolite là-haut, donc c'est une pierre qui n'absorbe pas l'eau. Et elle est plutôt froide. Donc il y a ce phénomène dont tu parlais tout à l'heure, peut-être de différence de température, mais qui est dû à la pierre elle-même. Alors là, la prochaine tour peut-être qu'on va faire, ça sera sûrement de la molasse, du calcaire. Voilà, au Bossé, pourquoi pas, et qui est une pierre hydrophile et qui stocke l'eau en fait à l'intérieur, mais qui pourrait avoir sur une tour à eau éventuelle d'autres qualités, d'autres façons de faire. Vu la dimension du Grand Clapas, est-ce qu'il est en bon état par rapport à son état d'origine et est-ce qu'il va se conserver? La mise en talus. Non, oui.
Alors, ce qu'il y a, c'est que pourquoi on ne peut pas l'étudier? Parce que c'est complètement foresté, donc il n'est plus fonctionnel du tout. Il y a toujours de l'humidité, mais c'est complètement foresté et il n'est pas entretenu. Hein, donc, on peut pas, son fonctionnement, on ne peut pas le voir vraiment. Mais c'est toujours bien en état. C'est surtout bien en état parce que c'est très caché. Hein, parce que pour le trouver, vous ne le trouverez pas. En gros, un tas de pierres s'entretient tout seul. En fait, il se remet en talus, c'est de la granulométrie. Il a une certaine, voilà. Si cette chose-là tombait, elle se mettrait en talus et ça serait ad vitam aeternam. En fait, hein. Il y a des pierres. À la limite, on pourrait remonter quelques pierres, mais c'est pas utile. Bonsoir. Oui, c'est pas une question, c'est juste déjà vous dire que je trouve ça absolument passionnant. Et c'est juste pour signaler un travail qui a été fait par c'est un appel à projet auquel a répondu une artiste qui fait du land art, qui s'appelle Douce Mirabeau, et qui a fait justement des installations en pierre sèche qu'on peut voir actuellement. Ça a été une commande du syndicat mixte du Gardon. Et donc, c'est sur les communes de Russan, Poux et... je ne sais plus la troisième, Cabrières. Et c'est justement, c'est sur des puits en pierre sèche, etc. Voilà, donc s'il y a l'occasion de balade, vous allez... Ouais, je pourrais vous donner les références. Moi, ça a été inauguré en mai, je crois. Donc, ça doit être toujours en place. Merci beaucoup. Et je dois signaler aussi que dans le cadre du Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire, les jardiniers de Chaumont-sur-Loire ont fait une tour à eau en tissu avec des structures de bambou, un truc absolument extraordinaire. Donc je leur ai écrit en leur disant SOS, envoyez-moi une photo parce que nous on a une tour à eau en phonolite et ma foi, ils n'ont pas jugé utile de répondre à mes demandes. Je le regrette parce que c'était une tour à eau fantastique. Merci beaucoup à tous. Merci.